Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Ilm wa Hadara, Sciences et Civilisation. Aujourd'hui, je vous propose un petit voyage autour de la biologie et des sciences biomédicales dans leur encadrement philosophique avec la professeure, la chercheuse, Madame Francesca Merlin. Bonjour. Bonjour. Très heureux que vous soyez parmi nous aujourd'hui. Pareillement. Merci. Francesca Merlin, vous êtes italienne et française, vous êtes européenne, on va dire. Vous avez commencé vos études en Italie, puis vous êtes passée par la Belgique, la France, toute une mobilité scientifique très importante dans votre domaine. D'abord, vos motivations pour des études de biologie suivies et entretenues après par des études de philosophie. Comment s'est fait l'équilibre entre les deux? C'est la passion que j'ai eue à la fois tout le temps pour la biologie, pour l'étude du vivant, l'émerveillement que j'ai toujours eu face à Très la tôt? nature, très tôt, oui, dès mon enfance. Et puis la philosophie, quand j'avais terminé le lycée à l'époque, je ne voyais pas d'autre chose au début que la philosophie. Je ne voyais pas quelle autre faculté. L'Italie vous permettait de faire en même temps de la biologie et de la philosophie, Oui, pas l'un après? Ah oui, on pouvait mélanger en fait les deux c'est très cursus en difficile fait. parfois, comme vous savez maintenant vous vivez en France, c'est très difficile de pouvoir conjuguer deux formations Et on différentes. peut faire même un mélange du programme. Le cursus permet voilà, d'ajouter des cours de biologie à des cours de philosophie et D'accord, de faire un parcours très spécifique à d'accord. la Mais personne vous et ses avez, intérêts. d'après ce que j'ai compris de votre dossier, de vos articles, de votre CV, c'est que vous avez d'abord fait beaucoup de biologie avant de faire beaucoup de philosophie, c'est Oui, cela? exactement. C'est exactement le cas. C'est Et cela. donc finalement, je suis arrivé à la philosophie de la biologie qui conjugue parfaitement les deux cursus. Et qui correspond plus avec le moment où vous êtes arrivé en France dans cette grande institution prestigieuse qui est le CNRS, le Centre national de la recherche scientifique. Vous êtes directrice du CNRS. Vous dirigez aussi un institut très prestigieux que dirigeait autrefois Gaston Bachelard, l'Institut d'histoire et de philosophie des sciences et des techniques, qui est lié à l'université Sorbonne-Panthéon, c'est bien cela, C'est ça, oui. et qui est, alors vous allez expliquer un petit peu aux téléspectatrices, téléspectateurs, cette institution un peu bizarre qui s'appelle une unité mixte de recherche, dont vous êtes la directrice. Effectivement, il s'agit d'un laboratoire de recherche. Dans mon cas, c'est un laboratoire où on fait de la logique et de la philosophie des sciences et qui a deux tutelles, le CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, donc en France, et une université, qui dans mon cas est l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Effectivement, c'est une unité mixte parce qu'il y a à la fois des chercheurs et chercheuses comme moi qui sont au CNRS et des enseignants-chercheurs qui sont affectés à l'université, dans ce cas Paris 1. C'est-à-dire que vous, le CNRS, ne vous oblige pas à prendre des enseignements, alors que les enseignants-chercheurs, eux, dans leur statut, ils ont précisément des cours. Et ce qui est très intéressant, c'est précisément l'interaction entre les deux, c'est ça? L'interaction entre les deux. C'est un statut particulier, celui des chercheurs au CNRS, qui n'est pas. Il y a pas beaucoup de pays qui ont cette même distinction entre les deux C'est positions. ça. Ça vous interdit pas de prendre des heures d'enseignement. Vous Pas en du, prenez pas d'ailleurs. du tout, j'en prends, d'autant plus que je trouve que, en particulier en sciences humaines et sociales, Oui. quand on enseigne la philosophie notamment, c'est très important cette transmission des savoirs et aussi ça vous apprend beaucoup sur vos propres recherches parce que ça vous met face à, vous vous rendez compte en fait si vous maîtrisez bien ou pas tous les aspects Tout à de fait. vos Vous les recherches. confrontez au questionnement des étudiants qui sont parfois naïfs, mais qui sont en même temps très, très profonds dans leur naïveté. C'est important. Avant que vous rejoigniez la France, vous avez fait un passage par la Belgique. C'est un moment important parce que je le dis souvent dans cette émission, quand on termine sa thèse, il y a un moment où, avant d'avoir un poste stable, eh bien, on met au point les dernières choses qu'on n'a pas mises au point avec sa thèse. Ça s'appelle un post-doctorant, je crois. Mhm. Et c'est cela que vous avez réalisé, je crois, en Oui, Belgique, c'est c'est ça, j'ai cela? fait ça en Belgique Dans et quelle puis institution? à l'Université catholique de Louvain, Oui. à Louvain-la-Neuve. Et puis je suis aussi allé au Canada, au Québec, Ah, à l'Université de Montréal, où j'ai aussi fait un deuxième postdoctorat. d'accord. Voilà, il faut toujours vagabonder C'est un peu vrai. à droite à gauche pour. Et précisément dans cette mobilité, dans le cas présent qui est le vôtre, quels ont été les acquis?
C'est surtout une période où, à partir des travaux de la thèse, on publie en fait. On essaye de publier, de faire connaître au plus grand nombre dans le milieu académique les travaux, les thèses qu'on a soutenues dans sa propre thèse de On doctorat. accepte les conférences, les colloques, on se fait connaître, on Pour envoie ses l'instant, papiers à des réseau, revues. voilà, c'est vraiment ça. C'est la période où on essaye de construire le plus de ponts possibles et de contacts possibles pour ensuite pouvoir obtenir un poste permanent. On se teste soi-même pour savoir si on est fait pour la recherche ou pas. Aussi. Parce que c'est un domaine particulier, il faut être très endurant. C'est sûr que beaucoup de personnes qui enchaînent des postdocs après des postdocs avant d'avoir un poste permanent, parfois ils sont découragés parce que voilà, les postes sont rares. Dur. Les postes sont rares, sont très rares. En France, mais ailleurs, en Italie encore plus, d'où je viens, et c'est pourquoi en Allemagne, partout. Oui, c'est un vrai problème. Je crois qu'il faut le soulever de temps en temps avant de parler des chercheurs confirmés. Cette émission, c'est véritablement le profil d'un chercheur, des chercheurs confirmés comme vous, mais il y a quand même tout un passage difficile, et je le dis aux jeunes chercheuses et chercheurs qui nous regardent, de ne pas se démobiliser, de continuer, parce que c'est un passage difficile, mais devenu obligatoire. Il faut persévérer, effectivement. Après, quand il y a quelqu'un qui veut faire une thèse, j'avertis toujours la personne, ne pensez pas que tout de suite après, vous allez trouver un poste. C'est quelque chose de très dur, et il faut être endurant, effectivement. C'est ça. Alors, votre spécialité dans les études biomédicales, c'est la notion de hasard. Le hasard, vous l'avez rencontré comment, par hasard? Certainement pas. Non, certainement pas. C'est grâce au directeur de ma thèse, Jean Gaillon, qui était aussi son âme, regretté Jean Gaillon. Voilà, qui était aussi directeur de l'institut que je dirige actuellement, qui m'a suggéré ce sujet parce que lui-même il voulait travailler dessus, mais il n'avait pas eu le temps. Et donc, il m'a donné cette perle rare, en fait, parce que c'est un sujet, le hasard, qui ne cesse de soulever des questions. En fait, j'y travaille depuis 20 ans. Oui, c'est cela. D'abord, vous l'avez confronté, dernièrement, vous l'avez confronté à l'hérédité, mais avant, c'est-à-dire à chaque fois, vous le mettez au regard d'une notion clé en biologie, l'hérédité, les variations. Oui, effectivement. Les variations biologiques. Alors, un mot sur l'hérédité, un mot sur les variations, peut-être, enfin, un peu plus d'un mot. Oui, donc je vais commencer par la variation parce que c'est par là que j'ai commencé. Je me suis intéressée au hasard de la variation. C'est quelque chose c'est une notion, une conception de la variation qui est présente depuis la théorie de l'évolution de Darwin, donc à la fin du 19e siècle, milieu-fin. Et qui après a été retenu dans la théorie qu'on appelle néo-darwinienne de l'évolution au XXe siècle. Donc l'idée est où on parle plus de seulement variations qui sont le fruit du hasard, mais plus spécifiquement des mutations génétiques, mutations de l'ADN, en fait, le matériel génétique est dans toutes nos cellules. Et on dit que ces mutations, ces modifications de notre ADN sont le fruit du hasard, ont lieu au hasard. Et la question est celle de savoir, celle à laquelle je me suis intéressée, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que le scientifique signifie quand il attribue du hasard aux mutations génétiques? Donnons un exemple de mutation génétique, un exemple de pathologie, malheureusement, et mutations génétiques qui sont repérées parfois comme des causes de cancer. Effectivement, voilà. oui. Voilà. Donc, justement, quelle est la part de hasard là-dedans? Voilà. D'ailleurs, il y a eu un débat récemment sur les cancers, la question de savoir est-ce que le cancer est dû au hasard ou plutôt à l'environnement. Voilà. Et donc, dans mes travaux, j'ai montré comment, en fait, dans cette théorie néo-darwinienne de l'évolution, on conçoit le caractère aléatoire, on appelle aussi des mutations génétiques. C'est un sens très particulier à la biologie, c'est ce que aussi un philosophe, Elliot Sober, a toujours dit. C'est un sens très aristotélicien. Parce que ça signifie que les mutations n'ont pas lieu en vue de l'adaptation des organismes ou des espèces. Elles n'ont pas une fonctionnalité. Voilà, c'est ça. C'est pas une mutation, si elle s'avère avantageuse pour un organisme dans un environnement donné, si ça lui permet de survivre et de se reproduire mieux que les autres, cela ne veut pas dire que la mutation a eu lieu en quelque sorte d'un point de vue de manière téléologique, finaliste. Voilà. Et c'est vraiment un sens très très spécifique qu'on retrouve en biologie. En physique, on ne pourrait pas parler de hasard de la même façon. C'est ça, c'est-à-dire qu'on parle du hasard en excluant la notion de fonctionnalité et on essaye de continuer à voir comment cela advient. Oui. Et
Et comment cela advient? Bah, et d'ailleurs, je voulais juste ajouter que je pense que cette spécificité du notion de hasard en biologie, dans le cas des mutations génétiques notamment, est liée à l'histoire de la biologie et au fait que voilà, Darwin est un des premiers au 19e siècle à expliquer de manière non finaliste l'évolution des organismes. Avant, quelqu'un comme William Paley l'expliquait de manière, voilà, les organismes étaient très bien adaptés à leur environnement parce que voilà, il y avait derrière un dieu voilà, qui les avait créés de cette façon. Donc, et les mutations génétiques, après, si on va regarder les détails qu'on connaît de mieux en mieux aujourd'hui au niveau moléculaire, à l'intérieur de la cellule, ben, elles peuvent avoir lieu de manière spontanée parce qu'il y a des processus physico-chimiques voilà, qui vont d'une certaine façon. Ou alors elles peuvent être induites par des facteurs de l'environnement comme les rayons UV ou des produits chimiques, par exemple. La Donc, corruption de l'air. voilà. On disait autrefois, chez Avicenne, tout ça, Galien, les maladies, c'est les miasmes de la corruption de l'air corrompu. Aujourd'hui, on en connaît Malheureusement beaucoup, voilà, oui, oui, les oui. mécanismes. Et en connaissant les mécanismes, on sait aussi que du coup, parler de hasard des mutations génétiques ne veut pas forcément dire que elles sont toutes. Quand on parle de hasard, on pense à l'équiprobabilité, on pense au dé, on pense d'ailleurs, si on pense à l'étymologie du mot hasard qui vient de l'arabe, Oui. on pense Zar. exactement voilà, à ça. Et au contraire, les mutations génétiques, elles ne sont pas toutes équiprobables dans le temps et le long de notre ADN. En fait, il y a des biais, des mutations, il y a des zones de notre ADN qui sont plus mutagènes, qui sont plus susceptibles d'être modifiées, d'être soumises à cette mutation. Il y a des degrés dans le hasard. Voilà, il y a des degrés dans le hasard. Et ça, c'est très intéressant de mettre en évidence cet aspect. Et vous avez beaucoup parlé du néo-darwinisme intégrant la génétique. La place de ce que l'on appelle l'épigénétique. Bien sûr, vous avez rencontré la notion dans vos travaux. Aujourd'hui, on a tendance vraiment à valoriser cela et parfois même à contester la différence entre le génétique et l'épigénétique. Quelle est votre position à travers cela? Donc l'épigénétique, parce qu'il faut d'abord Oui, dire préciser les aux concepts. téléspectateurs que quand on parle dans la théorie de l'évolution néo-darwinienne du hasard de la variation, c'est la variation que génétique, c'est-à-dire la variation de cette séquence d'ADN qui est dans nos cellules, le matériel génétique. Puis on a découvert qu'il y a d'autres facteurs qu'on appelle donc épigénétiques, qui ne sont pas la séquence elle-même, mais ça peut être des facteurs aussi physico-chimiques, mais attachés à cette séquence, qui peuvent être modifiés et qui changent la façon dont les gènes sont exprimés. Pas la séquence elle-même, mais la façon dont les gènes sont exprimés. Ainsi, deux individus identiques, pensez à deux jumeaux monozygotes, qui ont le même ADN, en fait, le même matériel génétique, peuvent avoir des caractéristiques physiques différentes ou comportementales différentes à cause du fait de facteurs épigénétiques différents. Et un autre point important, c'est que ces facteurs épigénétiques sont beaucoup plus facilement influencés, modifiés par l'environnement. Souvent, c'est cela que l'on entend, ce que l'on mange, la manière que nous avons de nous... En fait, tout notre environnement, de l'environnement physique auquel on est exposé, à l'environnement même, on va dire même à l'environnement psychique, le stress culturel, etc., historique. Il y a beaucoup de recherches sur les traumas historiques. Voilà, j'allais dire les ruptures dans la vie qui expliquent les maladies mentales aussi. Effectivement. Et donc, cette influence de l'environnement et c'est là le lien avec le hasard, c'est pour ça qu'il y a un lien, que mes recherches sont allées en ce sens, le fait que les facteurs épigénétiques peuvent être modifiés par l'environnement a été utilisé pour dire que cela met en cause le hasard de la variation. Parce qu'il y a une influence de l'environnement qui peut aussi parfois modifier de manière adaptative les facteurs épigénétiques. Or, cela n'est pas toujours le cas. Il y a aussi de l'aléatoire, du hasard dans la variation épigénétique. Et je pense même que, pour revenir à votre question, il n'y a pas vraiment de distinction entre génétique et épigénétique. La séquence ADN et tous les facteurs qui régulent l'expression de cette séquence des gènes sont très interdépendants, premièrement, sont soumis aux mêmes aléas.
Et donc, elles doivent être en quelque sorte étudiées de manière conjointe. Bien sûr, on peut les analyser séparément, c'est la façon dont les sciences marchent, fonctionnent, C'est cela. d'analyser, mais après, il faut les intégrer pour bien comprendre le fonctionnement des La organismes. variation dans l'expression du gène, elle est adaptée également aux maladies génétiques. Par exemple, la mucoviscidose ne s'exprime pas de la même façon chez beaucoup d'individus. La trisomie 21 ne s'exprime pas de la même façon chez beaucoup d'individus. Et donc, finalement, on comprend que finalement, si on part de la première distinction épigénétique, expression du gène, et puis le gène en lui-même, finalement, le gène lui-même, finalement, s'exprime toujours de manière différente. Oui, selon les circonstances, effectivement. Vous avez donné plein d'exemples de maladies qui sont très intéressants. Effectivement, il y a des maladies, elles peuvent dépendre d'une seule mutation génétique, mais en même temps, si on change par exemple le régime alimentaire, on peut ne pas exprimer cette maladie et donc avoir une vie Oui, normale. il y a ce qu'on appelle des trisomiques très légers qui passent le baccalauréat avec mention, j'en ai connu, et puis bien sûr des trisomiques qui sont en institution. Et donc c'est là la grande question qui traverse mes recherches, c'est vraiment cette relation entre ce qu'on appelle la nature et la nurture en anglais, ou la nature et la culture, les gènes et l'environnement. Cette idée qu'il faut dépasser en quelque sorte cette dichotomie qui a traversé l'histoire de la biologie, Oui. parce que c'est une interaction constante entre les deux dans la construction des organismes et dans leur évolution aussi. Et justement, bon, on a déjà beaucoup parlé déjà du second sujet. Les rapports à l'hérédité de tout ce hasard, c'est finalement lié à tout ce que vous venez de dire sur les variations biologiques, parce que Oui. l'hérédité, c'est finalement, comme disait Darwin, l'évolution, c'est génération et variation. Donc en fait, Ouais. génération, l'autre terme de la variation à travers l'hérédité. Bien sûr. Et d'ailleurs, l'épigénétique, ce lien un peu plus privilégié qu'ont les facteurs épigénétiques et donc l'expression des gènes avec l'environnement, est très important. Il a fait beaucoup parler et a apporté de la nouveauté par rapport à l'hérédité, parce qu'on commence à montrer qu'il y a de l'hérédité épigénétique. Donc la façon dont les gènes sont exprimés, pas juste la séquence de l'ADN, qui est c'est quelque chose qu'on hérite de nos parents, moitié de notre mère et moitié de notre père, mais aussi le niveau d'expression de nos gènes, la façon dont ils sont exprimés, peut être transmis à la descendance. Et donc, quelque chose qui a été induit par l'environnement, donc notre style de vie, nos stress, etc., peuvent avoir un impact aussi sur les générations suivantes, même sur plusieurs générations. Il y a encore des études, ça n'a pas encore été véritablement prouvé, si on veut, chez l'humain, parce qu'il y a des expériences qu'on ne peut pas faire, mais il y a des expériences assez probantes chez sur les courtes vies des souris, on peut voilà, faire chez les plusieurs rongeurs, générations. voilà. Et après, chez les mammifères, c'est beaucoup moins important, mais chez des organismes comme les plantes, par exemple, Oui. qui n'ont pas d'ailleurs de distinction entre lignée somatique et lignée germinale des cellules, c'est un phénomène très, très répandu. Vous avez aussi travaillé sur cette notion qui, aujourd'hui, qui a fait son apparition depuis pas très, très, très longtemps, enfin quand je dis pas très longtemps, dans les dernières décennies, l'exposome. Oui. L'exposome. Alors l'exposome, d'abord une définition, pardon aux téléspectatrices, téléspectateurs de lancer comme ça des termes techniques, mais c'est par la technique, je le dis souvent, qu'une pratique scientifique se pérennise. Si on n'a pas de la technique, eh bien, on bavarde. Voilà. Alors l'exposome, c'est quoi? L'exposome, c'est défini comme l'ensemble de toutes les expositions auxquelles un individu est soumis au cours de sa vie. Exposition, donc, qui Un individu au sens de l'être vivant. Oui, c'est plutôt une définition qui est faite pour les êtres humains comme nous, mais on fait aussi de l'étude d'exposome aussi chez d'autres types d'organismes, notamment. Donc exposome, c'est exposition. Exposition. Donc vraiment, c'est une notion très englobante qui a été d'ailleurs pensée comme complémentaire du génome. Vous voyez, génome et exposome. L'exposome viendrait être le complémentaire du génome et permettrait ainsi d'arriver à expliquer tout ce qu'on n'arrive pas à expliquer avec le génome, c'est-à-dire l'ensemble des gènes. Oui. Le génome est l'ensemble des gènes. Et donc ça englobe des expositions physico-chimiques, par exemple, la pollution de l'air, une pollution sonore. Pensez à tout ce à quoi on est. C'est encore plus ouvert que l'épigénétique. C'est beaucoup plus ouvert, oui. Jusqu'à des expositions de type
psychologiques, stress, exposition dans notre société, culturelle, etc. Et qui finalement s'expriment biologiquement en nous, c'est ça. Oui. On arrive à les faire traduire biologiquement. Bah, disons que là, c'est le lien avec l'épigénétique. Oui. L'épigénétique, et ces modifications, donc pas de la séquence, mais de tout ce qui permet l'expression des gènes, est considérée comme une sorte de pont entre ces expositions diverses et le génome et son expression. À proprement parler. Ce serait une manière, l'épigénétique, via laquelle, un mécanisme via lequel ces expositions sont incorporées, on utilise vraiment ce terme d'incorporation, au sein des organismes et donc influencerait l'expression de ces gènes. Vous avez parlé des organismes, je sais que vous avez travaillé aussi sur les notions d'espèce et de ce que l'on entend par une espèce. C'est aujourd'hui sujet à beaucoup de débats. Qu'est-ce qu'une espèce naturelle? Je ne vais pas vous dire de me le définir en 3 minutes, mais plutôt pourquoi se renouvelle aujourd'hui la question de la définition et de la classification des espèces? Bah il y a aussi, c'est un débat très important. Moi, j'ai pas spécialement travaillé. J'ai vu un article de vous passer oui, là-dessus. Pas d'un point de vue spécialement biologique. C'était la question plus générale des espèces naturelles qui m'intéressait. C'est-à-dire la question de savoir quelle est la différence entre des catégories qu'on considère comme naturelles. On pense que dans le monde, il y a des choses, et le monde est découpé d'une certaine façon, et d'autres catégories qu'on considère comme artificielles. Par exemple, la catégorie eau, on considère qu'il y a l'eau, quelque chose est de l'eau, et on considère que c'est quelque chose de, c'est une catégorie qui décrit quelque chose qui est dans la nature, alors que la catégorie objet blanc, effectivement, on peut faire un ensemble d'objets blancs, mais ça semble être une catégorie un peu arbitraire. Et donc, avec des collègues, on a écrit un article là-dessus pour savoir qu'est-ce qui distingue ces deux types de choses, en fait. C'est la catégorisation. Voilà, qu'est-ce qui distingue ces deux types de choses d'un point de vue, comme on dit en philosophie, ontologique. Ontologique, oui. C'est l'étude de ce qui est, du mobilier oui. du monde. Voilà. Et puis, quand on parle de quelque chose qui est une catégorie naturelle, qu'est-ce qu'on peut faire avec, en fait. Et donc, pour continuer avec mon exemple de la différence entre l'eau et les choses blanches, quand on sait que quelque chose est de l'eau, on peut inférer plein de propriétés de cette chose. On peut inférer, par exemple, qu'à 100 degrés, ça va bouillir si on met du sel dans l'eau. Les propriétés. Des propriétés, faire des inférences, inférer d'autres propriétés à partir du fait qu'on sait que c'est de l'eau. Alors que quand on sait que quelque chose est une chose blanche, le nombre d'inférences qu'on peut faire ne sont pas très réduit et pas intéressantes, en fait. Entre une chaise blanche et un mur blanc. Voilà, on va pas aller très loin. Dire que ça réfléchit la lumière d'une certaine façon, mais voilà, c'est pas très intéressant. C'est vraiment la question de savoir pourquoi, où se fonde en fait, d'un point de vue vraiment dans le monde, cette différence entre catégorie naturelle et artificielle. Je veux revenir au début de notre conversation. Moi, je suis, à titre personnel, impressionné par vos engagements institutionnels. Vous avez été présidente de la Société de philosophie des sciences. Vous êtes actuellement directrice d'un immense laboratoire très prestigieux. On l'a cité tout à l'heure, l'Institut d'histoire et de philosophie des sciences et des techniques. Comment conciliez-vous votre travail de chercheuse avec ces activités que je sais terriblement chronophages, qui demandent beaucoup de temps, de s'occuper de la recherche des autres, d'organiser des conférences pour la recherche des autres, mais en même temps, il doit y avoir un aspect gratifiant. Il y a un aspect gratifiant, et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, et la recherche empathie un peu, mais je pense que c'est un aspect fondamental, d'une part, surtout pour les jeunes chercheurs, pour être là, pour le soutenir, pour organiser des activités qui leur permettent de s'épanouir et de faire de la carrière dans le milieu académique et de la recherche. Et deuxièmement, je pense qu'il ne faut pas laisser ça aux autres. C'est un aspect, la recherche scientifique, c'est aussi, c'est tout l'aspect de donner une politique scientifique à un laboratoire dans mon cas, de faire des recrutements, etc., d'essayer d'influencer. La seule administration ne peut pas le faire. Non. Il faut être du domaine. Il faut être du domaine. Et d'ailleurs, le monde universitaire est un monde où on est entre pairs. Oui. Qui est-ce qui me recrute? Des pairs. Qui est-ce qui recrute des jeunes? Des pairs. Qui est-ce qui nous évalue? Des pairs. Si on laisse ça faire aux autres,
PAIRS. On peut se plaindre qu'ils ne font Oui, pas ça bien, mais oui, voilà, il faut entrer, en fait, c'est ça. prendre la citadelle de l'intérieur, hein, si on veut changer les choses, si des choses Et tout de n'y même vont un pas. peu de la gratification, comment vous Oui, la oui, qualifierez pour vous-même il y en a de de la tout ça? Oui, gratification parce qu'on oui, voit qu'après, il y a beaucoup de personnes qui, il y a de la gratitude en fait oui. Et qui puis se manifeste en faire partie retour. d'une communauté scientifique, les procédures scientifiques, je veux dire, une personne ne peut pas se dire seule détenant tel ou tel savoir, c'est-à-dire que en étant comme ça engagé dans une institution scientifique, vous êtes tout le temps aussi à confronter vos propres hypothèses parce que les gens sont autour de vous, tout Oui. simplement. Et c'est aussi la dimension collective de la recherche. La recherche n'est plus le fait Tout à fait, c'est ce que d'un je voulais dire, individu, effectivement. exactement. C'est quelque chose de collectif et qui a aussi des dimensions qui sont politiques. Bien sûr, bien sûr. C'est pas juste de la recherche voilà, qui se fait dans le monde des idées et Non. qui, au contraire, c'est important qu'elle ait un impact sur la société et en premier lieu sur le monde académique en ce qui nous concerne. Donc, Merci beaucoup, Madame Francesca Merlin, pour votre passage dans cette émission merci à vous et de de faire l'invitation. partager avec nous votre passion pour les études biomédicales et la philosophie des études biomédicales. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, chères téléspectatrices, merci, chers téléspectateurs, pour votre écoute et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.